Salut les devins, c'est Saikyo. Exceptionnellement ce mois-ci, ma review du chapitre mensuel, donc du chapitre 67, sera divisée en deux parties, car autrement il me serait impossible de vous la produire d'une traite, d'un bloc, par rapport à mon emploi du temps et d'autres circonstances que vous connaissez déjà. Je pense que vous l'avez deviné, dans cette première partie on va donc se parler de la fin de l'arc Moro, c'est-à-dire de la première page du chapitre, numéro 67, jusqu'à la page 22, incluse, et le nouvel arc de Dragon Ball Super, Granola le survivant, sera traité donc dans la partie 2 intégralement. Alors, cette fin d'arc, je l'ai trouvée somme toute classique, j'ai envie de dire. Je m'attendais, pourquoi pas, un petit peu plus de piment, peut-être un petit peu plus de twist scénaristique, de rebondissement. Mais au final, il se rattrape bien, on en parlera dans la deuxième vidéo, parce que c'est l'arc suivant qui va reprendre, qui va récupérer les ramifications laissées par l'arc Moro, pour développer une nouvelle histoire par-dessus. Chose qui d'ailleurs, dans Dragon Ball Super, est déjà arrivée, qu'un arc serve au suivant, mais pas autant. Et c'est une très bonne chose alors de pouvoir voir les points de connexion entre l'arc Moro, sa fin, et le début du prochain. En parlant de fin FIN, eh bien sachez que je reste sur ma fin FAIM, tout simplement parce que je m'attendais à ce que le chapitre 67, cette première partie qui permet de clôturer l'arc, nous explique certains détails. Ce ne sont pas des détails générateurs d'incohérences énormissimes, mais malgré tout, pour la bonne cohérence globale de l'œuvre, j'aurais bien aimé avoir certaines précisions, comme par exemple, qui a réussi à réveiller Majin Buu. Personnellement, ma théorie principale, c'était de vous dire qu'il y a 2 ans, lorsque cet arc a commencé avec le chapitre numéro 42, on a vu que Jaco Emerus possède un pistolet de patrouilleur galactique qui permet d'endormir instantanément un personnage. Goku et Vegeta sont tombés raides, ils n'ont pas pu résister. Il me paraissait alors cohérent que si on n'arrive pas à réveiller quelqu'un qui dort énormément comme Majin Buu, c'est vraiment un cas particulier, surtout dans Dragon Ball Super, parce qu'il dormait pas autant dans l'œuvre originale Dragon Ball, eh bien ce pistolet qui permet d'endormir les gens doit avoir une espèce de mode inversé pour pouvoir réveiller les gens. De manière globale, j'aurais peut-être aimé aussi qu'on sache qui est le personnage de Hiriko, le fameux patrouilleur galactique que Vegeta avait kidnappé pour qu'il le mène chez les Yardra. J'aurais apprécié que lors des moments de scène de vie, l'auteur prenne le temps de s'attarder sur Goten et Trunks, qui sont des personnages qui restent toujours aussi chétifs malgré leur âge, qui avoisinent les 13-14 ans. Alors qu'on se rend compte que les très mignonnes Pan, Marron ou encore Bra, elles, ont grandi. J'aurais aussi aimé avoir des informations en termes de temporalité. On nous dit vaguement que du temps a passé, etc. Mais j'aurais bien aimé pouvoir replacer cet arc Moro précisément dans la chronologie. Alors ça, on a déjà réussi à le faire plus ou moins. On sait à peu près où on se trouve. Mais j'aurais aimé que l'œuvre prenne le souci du détail de le faire. Lorsque l'on voit Purunga s'activer, nous comprenons que 4 mois au moins ont passé dans l'arc Moro, mais j'aurais aimé pouvoir mettre une durée précise sur cet arc. Au-delà de ce genre de points que je cite, je trouve que c'est une fin en fait qui remplit le job, qui est correcte, qui m'apporte des moments que je surkiffe, c'est-à-dire les moments de vie, les moments de joie, les moments d'allégresse, comme lorsque Mister Satan crée une fête chez lui et que l'on voit tout le monde attablé, rassemblé. Quand on a Goku, Satan, les deux grands-pères qui s'attardent autour de la petite Pan qui a grandi, qui ressemble un petit peu à Chichi comme ça, Chichi qui la regarde, Videl qui la tient, l'interaction Gohan-Goten-Trunks, on voit Krillin qui s'occupe de sa petite fille. On voit même Kame Sennin qui est en train de nourrir sa tortue, vous vous rendez compte? C'est des moments que j'apprécie énormément, vraiment, il n'y a pas que les combats ou quoi dans Dragon Ball, il y a aussi ça que j'apprécie du fond du cœur, et c'est pour ça que j'aime Dragon Ball, le regard de Dende devant le petit Teska, et le petit Teska qui est en train de boire de l'eau, très sûrement, connaissant les Namek. Et ce que j'apprécie du fond du cœur, c'est que quand je regarde le petit Teska, je revois Dende enfant, avec ce traumatisme de la planète Namek, de Freezer, ce petit qui a tout perdu, ce verre d'eau qu'il tient entre les mains, c'est quasiment tout ce qui lui reste au monde. Et de voir le regard de Dende lui-même, ce regard bienveillant que Goku lui-même avait pu porter sur Dende à l'époque. Et puis en parlant de symbolique autour de Dende, on se rappellera aussi que lors de la destruction de l'ancienne planète Namek et de la construction de la nouvelle, Goku était parti sur cette planète-là, la nouvelle Namek, accompagné de Dende, avec une pose assez similaire d'ailleurs. Et là, cette fois-ci, il refait de même avec SK. C'est pas du mauvais fanservice, et là, vous avez sous vos yeux, dans ces premières pages du chapitre 67, un exemple, un parfait exemple de comment faire du fanservice de grande qualité et qui fonctionne. On te l'envoie pas salement en pleine face comme ça, tu prends pas une claque. C'est grâce à ton regard avisé et aimant de l'œuvre Dragon Ball et Dragon Ball Super que tu reconnais tout cela. Et je trouve vraiment cela excellent. Je me pose aussi des questions parmi les questions non répondues que je disais tout à l'heure. Qui est maintenant le doyen des Namek? Parce que Muri était le doyen des Namek, il a été tué mais juste avant il a passé le relais à SK, donc SK jusqu'aux dernières nouvelles est le doyen des Namek, et désormais que Muri est revenu en vie, qui est le doyen des Namek? Est-ce que Muri a repris son poste? Est-ce que c'est toujours SK? Parce qu'au final, Muri ne va pas reprendre comme ça ce qu'il a donné. Ou est-ce que c'est un petit peu les deux? Moi, je dirais que c'est SK. Mais bon, j'aurais bien aimé que dans ces petits encadrés de texte de Toyotaru un peu en voix off, quoi, qu'on nous dise SK va avoir un long travail en tant que nouveau doyen des Namek ou beaucoup de choses à apprendre de la part de Muri. Voilà, une simple phrase aurait permis de clarifier le truc. Par contre, on a des clarifications auxquelles on s'attendait pas. Revoir la planète Zune, celle de Pupi et de son peuple, qui a été ramenée, ça a été mis là pour nous montrer qu'elle est revenue.
Mais franchement, si on la voyait pas, on aurait compris. On nous dit que les dégâts causés par Moro ont été réparés, que l'univers est revenu à la normale, sauf pour un certain ange apprenti, on va en parler. Ben du coup, oui, la planète Zune, on se rappelait que le gang de Moro l'a envahi, ils l'ont pillé, ils ont tué tout le monde, tout ça, et que Moro a bouffé la planète, mais pour ce cas-là, il n'y avait pas besoin de nous expliquer qu'elle était revenue. Donc je pense que certaines cases qui nous montrent, qui nous expliquent certaines choses n'étaient pas utiles et qu'on aurait pu développer un petit peu plus certains aspects que je viens bien sûr de vous énoncer. Ça nous fait selon moi, bien sûr, et ça n'engage que moi, une première partie de chapitre qui est dans la célébration, une célébration plutôt réussie, même s'il y a quelques petites zones d'ombre que j'aurais aimé voir éclaircies dans ce chapitre, car je suppose que la suite de Dragon Ball Super ne reviendra pas dessus. Puis ensuite, on prend une autre tournure, celle du côté de la patrouille galactique. Il y a une autre forme de célébration, une remise de prix, de médailles, comme le dit Jaco, pour célébrer leur succès, leur bravoure au combat face à la menace Moro. Goku, Vegeta et toute la bande sont désormais considérés comme des patrouilleurs de fête. Ils ont même le logo depuis un petit moment sur leurs vêtements. Donc il n'y a rien d'exceptionnel à cela. Ça aurait pu s'en arrêter à une simple médaille qui a été remise. D'ailleurs, j'aime bien le fait que Majin Buu pense que c'est une médaille en chocolat. Il essaye de croquer dedans. Il en a rien à foutre d'avoir une médaille en or autour du cou. Il n'est pas judoka. On aura droit à quelques lourdeurs au niveau de l'humour par rapport à l'appareil génital du roi de la patrouille galactique que Son Goku va encore serrer à pleine main. Est-ce que c'était nécessaire de nous ressortir ça une troisième fois? Je vous avoue que ça m'a fait rire, mais en même temps je me suis dit putain la blague, elle est recyclée, mais en plus elle est recyclée telle quelle quoi, elle est vintage, hein. Ils l'actualisent pas, ils mettent pas un petit peu de subtilité. Alors c'est clairement de l'humour à la Toriyama me direz-vous, mais de l'autre côté vous n'auriez pas tort de me dire que l'humour de Toriyama est aussi un humour de répétition, c'est-à-dire que si vous prenez Dr Slump, il y a d'excellentes blagues à l'intérieur de Dr Slump, mais Harale par exemple fait souvent les mêmes conneries, exactement la même scène qui se reproduit très souvent, et il y a un certain génie derrière qui nous fait rire à chaque fois. La preuve en est, avec ce roi, j'ai quand même esquissé un sourire. C'est alors l'heure de la remise des prix, les noms complets des personnages sont énoncés, donc Son Goku, ils ont pas dit Kakaroto, ils auraient pu. Vegeta, on nous précise une seconde fois qu'il est Vegeta 4e du nom, Vegeta 4, ça avait été mis en avant dans le film Dragon Ball Super Broly, donc c'est bel et bien Toriyama qui voulait nous mettre en avant le fait que Vegeta était le 4e. Je sais que beaucoup de monde se demande si cela va pas mener à quelque chose, alors je pense que faut pas s'enflammer particulièrement, pourtant vous me connaissez, je suis fan de Vegeta, dès que ça parle de Vegeta je suis chaud, mais je pense pas qu'il faut se mettre en alerte maximale à ce sujet. Je pense que ça a été remis là pour pas que ça ne sorte de notre mémoire et que ça sera probablement développé un jour dans l'œuvre, ça je n'en doute pas depuis la première fois où ça a été présenté, mais est-ce que ça veut dire que ça va être développé de manière imminente dans l'arc Granola? Alors sauf s'ils nous sortent que Granola est le demi-frère de Vegeta et qui a été à moitié conçu par un ange et par la mère de Vegeta ou le père de Vegeta, ce qui serait un truc de ouf. Mais à part ça, dans l'immédiat, j'ai un petit peu du mal à voir comment traiter ce thème de Vegeta 4, sachant que le nouvel arc Granola a déjà pas mal de choses, je suppose, à nous révéler. Encore que, récemment en interview, Toyotaro a dit que le nouvel arc Granola allait lever le voile sur une nouvelle vérité. Est-ce que cette nouvelle vérité concerne le passif de Vegeta et de sa famille? Ça serait intéressant, mais là pour le moment on a du mal à voir les liens de connexion. Par contre, il y a un autre lien de connexion dont peu de monde parle et qui me semble beaucoup plus évident. C'était un petit peu plus tôt dans le chapitre, j'ai fait exprès de pas en parler tout de suite, c'est le cas de Oob. On va pas revenir sur la discussion entre Oob et le Dai Kaioshin, juste je remettrai en avant le fait que une fois que le Dai Kaioshin est parti, Oob va commencer à se convaincre que ce qu'il vient de vivre était un rêve. Donc c'est pour ça qu'une fois arrivé au tournoi, au 28e tournoi des arts martiaux, il sera toujours en flip de revoir quelqu'un voler, parce que d'ici là, il y a à peu près 4-5 ans qui va se dérouler, et entre-temps, il verra que des gens normaux, il verra plus, a priori, en tout cas, on verra bien, des gens qui volent, qui font des vagues de ki ou quoi, donc voilà, il va attribuer ça à une hallucination, peut-être un manque de nourriture, d'eau, vu les conditions arides dans lesquelles il vit, je pense qu'il va l'associer à ça. Enfin, c'est pas je pense, c'est carrément écrit dans le chapitre, il pense que c'est un rêve. Mais ce qui m'intéresse par rapport à Oob, c'est la mini-discussion entre Goku et Vegeta, Vegeta qui va en savoir plus sur les pouvoirs de Son Goku. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu le chapitre de Boruto, le dernier, vous en faites pas de spoil, mais il y a Sasuke qui va venir directement interroger Naruto sur le pouvoir que Naruto a utilisé. Directement, il va mener l'enquête, voilà, sur son meilleur ami et rival, directement il va le questionner sur ce pouvoir, la manière dont il utilise, les conséquences. Vegeta a fait pareil. Cette dualité est drôle entre les deux chapitres, ça se passe au même moment en plus. Donc par rapport à ce gain, ce boost de puissance de ki divin que Goku a reçu, d'où venait-il, etc. Son Goku est déjà sensibilisé au fait que quelqu'un comme ça existait sur la Terre, et je vous ai déjà tout expliqué concernant Oob dans ma vidéo qui s'appelle l'histoire de Oob expliquée, on peut pas faire plus clair que cette vidéo, je vous mets le lien en description si besoin. Mais une fois questionné à ce sujet, Goku ne va pas vouloir répondre directement à Vegeta. Il lui dit « Oh, je suis pas très sûr, je pense qu'il y a des mecs encore incroyables sur cette planète ». Vegeta ne gobe pas du tout ce que Son Goku vient de lui dire, il comprend qu'il y a un lien entre ce personnage qui a donné son ki divin à Goku et Son Goku, un lien direct ou indirect, mais il y en a un. Il demande alors à Kakaroto de lui dire quelle est la vérité, et Goku esquive le sujet en lui disant « Bon, bah écoute, je pense que en temps et en heure, on verra ce qu'il en retourne de cette affaire-là, probablement ». Là, je pense vraiment que c'est un mot
qui nous est transmis par le biais de l'auteur Toyotaru/Toriyama qui veulent nous dire bah oui, on vous a introduit depuis 2 ans dans ce bon vieux manga Dragon Ball Super depuis 2018 le personnage de Oob, il a été réimplicité en 2019, vous le voyez encore bien plus et de manière plus qu'explicite en 2020, forcément que en 2021, 2022, quelque chose comme ça, il va avoir une part de gâteau encore plus belle à manger dans l'œuvre Dragon Ball Super. Ça va arriver, le 28e tournoi des arts martiaux va être traité et on l'espère de tout cœur l'après 28e, qui pour moi, vous le savez mes chers devins, sera libératoire. Je pense que la qualité de l'œuvre Dragon Ball Super pourra s'envoler, et s'envoler pas au sens elle partira, s'envoler au sens où elle va monter en flèche lorsque nous atteindrons et dépasserons le 28e tournoi des arts martiaux. À ce stade, nous ne l'avons toujours pas atteint, nous savons toujours que la Z-Team est bel et bien en forme et bien vivante à la fin de Dragon Ball actuel. Nous savons qu'on ne peut pas débloquer d'éléments de la nouvelle génération tant que nous n'avons pas amené ce passage-là. On ne peut pas mettre d'un coup Pan, Bra, Oob, Goten, Trunks, Gohan qui sont des fervents combattants protecteurs de la Terre car ils ne le sont pas. En tout cas, ils ne le sont que de manière accessoire à la fin de Dragon Ball mais pas principale. Tout ça peut arriver après le 28e. Et je pense que là c'était un message nous disant que on y arrivera à un moment ou un autre, reste plus qu'à espérer que ça ne marquera pas à nouveau la fin du légendaire Dragon Ball. Bon, si on revenait sur cette célébration, on est parti de Vegeta 4 pour en arriver là. Vegeta 4, le sujet est traité, on a également les noms réels de Jaco et de Merus, il y a Freza-sama sur Twitter qui a fait un petit dossier sympa par rapport à ça. Je vous mets le lien en description si vous voulez comprendre, ça serait un petit peu long et pompeux à expliquer, mais ça reste une information intéressante dont moi-même j'ai pris connaissance parce qu'elle est cool. Donc n'hésitez pas à comprendre la nature étymologique des noms des deux personnages. Je ferai juste une petite précision pour pas que vous ne soyez perdus, car à un moment Freza nous présente le fait que Merus vient du jeu de mots par rapport au mot Surume qui fait référence à des sortes de fruits de mer de calamar. C'est une totale vérité, mais rappelons-nous aussi que Merus fait référence au vin, à l'alcool. Le vin Merus, et donc le personnage de Merus a un nom qui fait un double jeu de mots. Tout cela dans un seul but pour que Merus ait un nom qui fasse à la fois référence à la patrouille galactique et qui fasse à la fois référence à sa nature d'ange. Ce sont les fameux jeux de mots éternels par rapport aux dénominations des personnages que Akira Toriyama a toujours mis en place depuis le début de son œuvre dans Dragon Ball, et c'est pour cela et c'est ainsi que le nouveau personnage de Granola ne devrait en rien vous étonner. Alors je vous parlais de Merus et je ne vous en parlais pas pour rien, parce que ce bon vieux Merus est vivant, et à ce stade-là, rien, absolument rien d'étonnant. Il y a 3 mois en arrière, je vous avais dit que Merus était toujours vivant dans l'œuvre Dragon Ball, qu'il reviendrait, et je m'étais même permis de faire une prédiction sur le fait que Merus reviendrait, mais sans ses pouvoirs d'ange. On ne pourra pas dire que sur ce coup j'ai manqué de flair, ça c'est une évidence. Surtout que dans une récente interview, toute récente, que je vous ai présentée sur la chaîne bien sûr, Toyotaru nous a dit que Merus était devenu son personnage préféré de l'arc Moro et de la patrouille galactique en général. Quoi de plus naturel que de le ramener pour pouvoir profiter de lui, pouvoir raconter des histoires, nous l'espérons, autour de lui, et qu'il ne sera pas un personnage oublié de l'œuvre. Comment? D'ailleurs, avant d'expliquer comment il est revenu, je mettrai quand même en avant le fait que ça ne me dérange absolument pas. C'est même quelque chose que j'avais prédit, donc forcément j'ai une affinité avec cela. Je trouve que ça ne remet absolument pas en cause les pouvoirs, les évolutions de Son Goku, parce que oui, le déclic de Son Goku a été rendu possible grâce à la disparition de Merus, on va pas tourner autour du pot. Mais le fait que Merus revienne, pour moi, ne casse pas le délire autour de ça. Ça n'annule pas l'émotion qu'a connue Goku sur le moment, ça n'annule pas ses power-ups, ça n'annule pas la symbolique du moment, et ça ne casse pas les efforts et les évolutions fournis par Son Goku. Franchement, en aucun cas. De l'autre côté, il y a un truc qui ne me satisfait pas dans le chapitre 67, c'est que les retrouvailles sont extrêmement rapides. Justement, vis-à-vis de tout ce que Son Goku a vécu, revoir son maître revenir d'une manière ou d'une autre, même s'il n'est plus un ange, il y aurait dû avoir, je vais pas forcément dire des câlins, mais il y aurait dû avoir quelque chose, quoi. J'aurais presque pu imaginer un Goku qui me sort une larme à l'œil, ça m'aurait pas choqué, franchement, hein, s'il avait un petit peu pleuré et tout sur le côté. Ça dure une page ou deux à tout casser, hein, c'est pas énorme. On est plus dans l'explication et le choc, et ça manque de réjouissement par rapport à ça. Ça manque du côté le grand-père de Son Goku qui est revenu et le petit Goku qui l'a sauté dans les bras et tout le monde était en pleurs. Alors je ne m'attendais pas à une scène similaire, et ça serait assez ridicule que Son Goku avec sa taille, qui fait 2 fois Merus, lui saute dans les bras, mais il y aurait pu avoir, je sais pas moi, une accolade sympathique, il aurait pu avoir quelque chose, quoi. En plus, Merus est devenu un mortel, même lui aurait pu avoir une larme à l'œil en voyant Goku, quoi. Il est plus réellement du côté des anges. Donc je trouve qu'il manquait de ce petit grain émotionnel lors des retrouvailles entre Goku et Merus, de par le lien qui les a unis. On a beaucoup mis l'emphase par rapport à la salle de l'esprit du temps numéro 2. D'ailleurs, Merus pourra nous expliquer d'où elle sort celle-là. Mais par rapport à tout ce temps passé ensemble, le temps des retrouvailles a été bien trop bref, et ce qui s'y passe dans ce court laps de temps est quasi inexistant, si ce n'est des explications. Des explications, on en a sur Merus, et c'est grâce au Daishinkan. On va avoir pas mal de pages qui se passent dans le monde de Zeno, et on y apprend quelques trucs. C'est que le Daishinkan de base a décidé de, effectivement, détruire Merus. Sauf que il a décidé ensuite de le ramener à la vie.
Mais cela n'a pas pu se faire de manière classique, il ne pouvait pas enfreindre la loi des anges. Lorsqu'un ange enfreint cette loi, il est détruit et il cesse d'exister. C'était le cas pour Merus, mais le Daishinkan a trouvé une faille suite aux requêtes du Kaioshin de l'univers 7, de Shin, qui était même prêt à sacrifier sa propre vie pour pouvoir ramener Merus à la vie. Le Daishinkan a fini par céder parce que déjà, c'est un père, et en tant que père, il avait dit qu'il ne tenait à perdre aucun de ses enfants. Donc je pense que même si c'est un être de cette suprématie-là, il a un affect pour ses enfants, ce qui est tout à fait normal, et comme j'en parlais avec un abonné récemment, un bon père sait punir, mais un père encore meilleur doit savoir pardonner. C'est un petit peu ce qu'a fait le Daishinkan, grâce au conseil de Shin, sinon Merus ne serait pas revenu en effet. Du coup, il a ramené son fils, avec une punition, celle de ne plus être un ange, car il ne respectait pas ses lois, mais celle d'être mortel, avec une espérance de vie, avec une durée de vie donc, et toutes les caractéristiques qui accompagnent les mortels habituellement, et donc la perte de ses pouvoirs d'ange. Cependant, le fait que Merus se rappelle de Son Goku et Vegeta nous met sur la piste fortement qu'il a gardé tous ses souvenirs. Donc déjà, je pense que Merus est un réel puits de science. Il doit avoir un savoir phénoménal. Reste à voir si le Daishinkan ne l'a pas enlevé de la mémoire de Merus. Ce que je veux dire par là, c'est que Merus ne peut plus utiliser l'Ultra Instinct, mais il est probable qu'il sache toujours comment cela fonctionne, même s'il n'en a pas les moyens. Il se peut aussi que Merus ait énormément de connaissances en stock, comme Whis en a, sur les divers peuples, les différentes menaces. À chaque fois, Whis a toujours quelque chose à raconter. Il se peut que Merus soit toujours apte et capable de faire cela. Et d'ailleurs, je me pose une question aussi, le Daishinkan a ramené Merus en tant que mortel, mais qui définit le niveau de puissance de Merus? Est-ce que Merus va devenir un Jacobis en termes de force et de capacité? Est-ce qu'au final il reste un être extrêmement balèze, qui pourrait rivaliser, je ne sais pas moi, avec C17 et C18, qui place le curseur des nouveaux pouvoirs en tant que mortel de Merus? Est-ce qu'il va garder une partie résiduelle de ses pouvoirs, mais un résidu de pouvoir d'ange, c'est énorme, hein, ça dépasse tout le monde. Donc cela reste à voir. Est-ce qu'il est revenu de manière extrêmement nulle et devra faire joujou avec ses petits pistolets de patrouilleur et rien de plus, et c'est fort possible, ou est-ce qu'il aura quand même une dernière bonne base de pouvoir, même s'il est mortel? J'ai été surpris que l'on reste si longtemps chez les Zeno et chez le Daishinkan, ça prend de longues pages, mais appréciable, voilà, ça traîne pas en longueur non plus. On voit même les gardes de Zeno qui sont en congé, alors ça fait bizarre de se dire que des êtres divins comme ça prennent des congés et qu'ils en ont besoin, mais bon, je pense que c'est peut-être plus psychologique que physique hein, par rapport à eux. On voit cette espèce de onsen divin avec un décor. Franchement, je pense que ce plan-là en couleur, ça doit être magnifique, avec une espèce de planète ou je sais pas quoi derrière, franchement ça pète. On voit pas mal de phases d'humour par rapport aux Zeno qui vont punir Kaioshin et Beerus. Je sais que certains d'entre vous ont été dérangés par cette scène, qui s'attendaient à quelque chose sur un ton beaucoup plus grave. Alors oui, je fondais également des espoirs par rapport à ça pour lancer le nouvel arc, mais on en parlera dans la deuxième partie. L'arc Granola démarre sur de bonnes bases, donc je ne suis pas dérangé que cette scène ait pu tourner à l'humour. On a pu voir pas mal de développement et de relationnel entre les divinités inférieures comme Beerus vis-à-vis du Daishinkan. J'ai dit comme Beerus mais comme Kaioshin aussi qui était mêlé à l'affaire. La phase d'humour, elle est ce qu'elle est, mais elle est là aussi pour ravir un certain public beaucoup plus jeune, pour qu'il s'identifie aux Zeno, etc., pour faire rigoler tout le monde, et j'ai trouvé que l'humour passait bien. Il y a ce côté burlesque, et vu que Beerus est un chat, bon forcément ça rendait bien. Je retrouve sincèrement une patte Toriyama quand je vois les divinités dans l'œuvre être dépeintes comme ça. Je me permets tout de même de vous rappeler que Kaio du Nord, il a commencé à raconter des blagues à Son Goku. Je vous rappelle la VF qui nous parlait du dinosaure qui dit nos aurores, ou alors que son téléphone était aphone. Les Kaioshin sont grosso modo plus sérieux, mais on verra bien avec le doyen des Kaioshin qui a fusionné avec la sorcière à quel point il peut être perverti. Et des exemples comme ça, je pourrais en dérouler 3000, donc non, une scène comme ça ne me choque pas, c'est vrai qu'elle a l'air un petit peu parodiée, ils grossissent le trait par rapport à ce dont on a l'habitude, d'habitude c'est plus subtil, mais malgré tout ça reste dans la même veine. Tout ça finalement nous mène à la fin de cette première partie du chapitre, à la page numéro 22, c'est quasiment la moitié du chapitre d'ailleurs, avec une très jolie photo de famille du côté de la patrouille galactique, avec Majin Buu qui essaye de croquer dans sa médaille. On nous précise d'ailleurs sur les derniers mots concernant cet arc, qu'avec ces événements-là qui viennent de se passer de remise de médailles et tout ça, la période dans la patrouille galactique pour Son Goku et ses amis était terminée. Est-ce que ça veut dire que le nouvel arc n'aura pas de lien avec la patrouille? C'est possible, hein, quand la voix off nous parle comme ça, généralement c'est assez sérieux, on nous dit même que la paix est revenue dans l'univers, jusqu'à ce que Jaco soit en train un petit peu de glander sur son PC, et que l'on apprenne que de nouvelles choses se mettent en marche autour des personnages de Sevensley, de Granola, de Hotmeal, et la promesse d'une nouvelle menace et d'une nouvelle bataille pour Son Goku. Nous en parlerons alors dans la partie numéro 2 liée à cette vidéo, la partie 2 de la revue du chapitre numéro 67. Merci infiniment de m'avoir accompagné durant celle-ci. Eh bien, ce mois-ci, étant donné qu'il y a 2 parties à la vidéo, il y aura alors 2 mots de passe de fin de vidéo, pour voir qui est resté jusqu'à la fin ou non. Bon allez, ce mois-ci on va pas parler de Moro, on va pas parler de Merus, on va mettre quoi? Allez, on va mettre Beerus le cheval. Vous avez vu comme il galopait celui-là? Cet enfoiré, il nous a tapé un 100 mètres, là je l'ai même pas vu passer, alors vous marquez
Beerus le cheval, je comprendrai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci infiniment du fond du cœur pour tout. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications, à bombarder un maximum de pouces bleus et on se donne rendez-vous alors pour la partie numéro 2 très bientôt. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Zard Divinatoire avec Beerus le Canasson.